Bonjour, bienvenue sur le podcast Passion d'artistes et d'artisans. Je suis Maëlique Denis. Voici la troisième partie avec Camille Lejeune. Elle nous raconte dans cet ultime épisode sa formation, les personnes qui l'ont influencée et qui lui ont appris à travailler et à reposer ses limites en tant que comédienne. Nous parlerons aussi de ses autres sources d'inspiration et les autres formes d'art qui la touchent. Je vous souhaite une très belle écoute. Tu as parlé de Lausanne, de Paris. Est-ce que tu peux un peu décrire ton parcours, ta formation ? Oui. Donc au tout départ, j'étais au lycée ici. À côté, j'étais en compagnie de théâtre amateur. J'ai voulu partir en école de théâtre en Espagne parce que j'adorais l'Espagne et l'espagnol et la culture hispanique et le théâtre. Et mon papa n'a pas voulu. Donc j'ai d'abord été à Brest en prépa. Littéraire, rien à voir avec le théâtre, mais à côté je me suis inscrite au conservatoire de Brest quand j'étais en deuxième année, et ça a vraiment un peu assis l'idée que c'était ça que je voulais faire, même si j'étais en études un peu générales à côté. Donc pour un peu rassurer tout le monde, je suis rentrée en troisième année de licence d'espagnol par la suite, pour avoir une licence, pour avoir un diplôme qui me permettent de retomber sur mes pattes si jamais le théâtre ça marchait pas. Et ça, j'avais décidé de partir à Lyon, juste pour pas rester ici. Et à côté, je prenais des cours privés. Voilà. Et en fait, une fois que j'ai eu ma licence, je suis partie à Paris au départ en école privée, où là j'avais cours tous les matins pendant 4 heures. Et l'après-midi, je travaillais dans une épicerie, quoi. Et en fait, à la sortie de ces 2 ans-là, je me sentais pas du tout légitime ou armée pour être comédienne professionnelle, même si en principe je devais l'être. Et donc j'ai décidé de passer les concours des conservatoires d'arrondissement, où là c'est plus sélectif qu'une école privée parce que tu fais pas de chèque. Et donc c'est sur audition. Et on est plusieurs, je crois qu'on était 200, un truc comme ça, à passer ces concours-là. Et ils en choisissent pas beaucoup à l'arrivée. Donc j'ai été prise au 6e arrondissement, où là ma prof de théâtre c'était Bernadette Le Sachet, qui était... oh là là, enfin, elle sera dans mon cœur toute ma vie. Enfin, c'est dingue tout ce qu'elle m'a transmis. Et notamment, en fait, le fait qu'un comédien au plateau, il est libre. Et en fait, je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment cette liberté d'être qu'elle a réussi à m'insuffler, quoi. Enfin, tu vois. Libre pour pouvoir faire des changements, libre dans sa création, et c'est pas juste un exécutant qui obéit à quelqu'un, qui répète un texte. Ouais. En fait, réussir à se libérer de tout ce qu'on a vu et de tous les préjugés qu'on peut avoir aussi. J'ai l'impression que si tu veux, de pas trop bien faire les choses, en fait. C'est un peu ça, j'ai l'impression qu'elle m'a appris. Tu sais très bien faire ça. Fais-le mal. Enfin, il y a un truc. Fais-le autrement, teste autrement. Ouais. Un peu gribouille, quoi. C'est pas grave, déborde, sors du cadre. Oui, d'accord, je comprends. Ouais. Essaie d'être moins scolaire, moins propre. Oui, c'est ça. C'est ça. De pas chercher à être juste et que ce soit beau et que ce soit un geste fini, tu vois. Le bon ton, le bon machin. Non, de partir en cacahuète, d'aller ailleurs. Mais du coup, c'était à la fois, elle nous faisait travailler sur des textes parce que, en fait, quand on est en conservatoire d'arrondissement ou bien en cours privé, la plupart des choses souvent ce qu'on vise, c'est les concours les concours nationaux des écoles supérieures. Et donc, en fait, pour pouvoir préparer ces concours, ces concombres. On a un schéma, enfin on a quelque chose d'assez type à préparer. C'est généralement tu as une scène classique à préparer, parfois tu as une scène en alexandrin, parfois souvent on te demande un monologue, et puis une scène contemporaine. Et donc en gros, moi je sais que dans ce conservatoire, mais c'était un peu partout pareil je crois, on passait tous les uns derrière les autres avec nos petites scènes qu'on espérait envoyer en concours un jour et qu'il fallait, je vais refaire la blague, en concombre, et qu'on espérait envoyer dans les concours et qu'elle soit le plus parfaite possible parce qu'en gros t'as 3 minutes pour se distinguer des autres et en gros c'est tout le monde se distingue comme au conservatoire de musique où deux personnes qui font de la percussion doivent se distinguer sur le boléro de Ravel. Bon courage, quoi. Ouais, voilà, exactement. C'est un peu ça. Sauf que là, ouais,
tu choisis ta partition. Et puis en fait, le truc qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ils annoncent 3 minutes pour les concours. Certains laissent vraiment 3 minutes, mais d'autres, ils coupent au bout de 30 secondes. En 30 secondes, ils ont vu ce qu'ils avaient envie de voir. Et hop, ils te demandent de passer à l'autre scène, ou alors ils demandent de passer à un autre candidat. Et en fait, ça peut être assez violent. Donc bref, donc dans ce petit conservatoire du 6e arrondissement, qui était génial. Enfin, vraiment, j'ai rien à dire, à part que du bon, quoi. En fait, on passait du coup ces différentes scènes, et de temps en temps, ah oui, on avait ça aussi à préparer, c'était les parcours libres. Et ça fait aussi partie des conservatoires, des concours supérieurs, là. Un parcours libre, c'est-à-dire tu as une scène et tu fais ce que tu veux. Et là, c'était là en fait que toute l'ingéniosité elle pouvait sortir, entre guillemets. Parce que oui, si tu as un don à côté, si tu fais super bien du violoncelle ou je sais pas quoi, ben autant le mettre en avant pour ce genre de choses, je pense. Mais quand t'as pas ça, quand tu joues pas d'un instrument, que tu chantes pas comme je sais pas qui, enfin voilà, quand t'as pas autre chose à mettre en avant, ben en fait tu peux t'exprimer d'une autre façon, en inventant quelque chose, quoi. Et là en fait, justement la façon dont Bernadette elle nous faisait travailler, c'était vachement valoriser ce travail-là. Chose qui ne l'est pas forcément dans les écoles, dans les autres conservatoires peut-être, et en tout cas dans les concours. Parce que moi, je l'avais travaillé, mon parcours libre, et on ne me l'a pas demandé au concours. Mais bon, c'est pas grave. Tu as tenté le conservatoire national, mais tu n'as pas fait le conservatoire national. Après, tu es à Lausanne. Ouais. J'ai tenté le conservatoire national et j'ai pas été prise. J'avais tenté le TNB aussi à Rennes la même année, parce que le TNB, c'est pas tous les ans, Lausanne non plus, c'est pas tous les ans. Et j'ai pas été prise au TNB, mais là, c'était plus que... Parce que ça aurait été génial, tu vois, d'être prise à Rennes, parce que moi, quand j'étais à Paris, à chaque fois que je revenais dans le coin ici, je me disais, j'ai trop envie de rester, j'adore. Enfin, c'est vraiment un endroit que j'aime trop fort et que je voulais plus quitter. Et en même temps, si je voulais faire ce métier, je pouvais pas rester ici non plus. Et donc, d'être à Rennes, ça pouvait être un bon compromis. Sauf que il y a quelque chose aussi, c'est l'ambiance, en fait, que tu sens où tu mets les pieds. Quand tu mets les pieds quelque part. Et c'est vrai qu'en arrivant dans ce concours à Rennes, je me suis sentie assez mal tout de suite. Vraiment pas bien du tout. Et en plus, j'étais réplique pour une copine. Donc j'étais vraiment restée toute la matinée. J'étais réplique en début de matinée, je jouais pour moi en fin de matinée, ou l'inverse, je me rappelle plus. Mais n'empêche que je suis restée là toute la matinée. Et ouais, je me suis sentie vraiment pas bien. Enfin, j'ai pas accroché trop. Mais par contre, à Lausanne, il y avait quelque chose qui s'est passé très fort où j'ai été aussi hébergée par les élèves qui étaient là à l'époque. Et donc j'étais vraiment immergée dans cette école. Je me rappelle, et à Lausanne, je suis restée 1 semaine pour ce concours, ce premier tour seulement, parce que comme on était plein de mon conservatoire à y aller, donc en principe, toi, tu as un créneau... Tu passes sur un créneau de 2 heures et tu es parmi d'autres candidats et tu restes dans la même salle que eux. Donc tu vois passer tout le monde et normalement au bout de 2 heures c'est terminé pour toi et tu attends la réponse. Sauf que moi j'étais réplique pour plein de copains différents. Et donc j'ai passé le concours pour moi mais aussi pour un tel. Ce qui fait que je me suis retrouvée vraiment toute la semaine à Lausanne en restant sur place, hébergée par des copains qui sont devenus mes copains mais que je connaissais pas à ce moment-là vraiment, et où j'ai pu découvrir, même on m'a dit il y a Tai Chi ce matin, tu veux venir avec nous? Et du coup je me suis retrouvée en cours de Tai Chi avec les élèves qui étaient déjà dans l'école, quoi. Je me sentais super privilégiée et en même temps il y avait ce truc de j'ai trop envie d'être avec vous, et j'avais un pied dedans et je me disais mais si jamais je suis pas prise ça va être mon cœur sera brisé, quoi. Un peu. Bon, en même temps comme ça te permet de... Bon, si tu n'avais pas été prise, c'était une autre histoire, mais en tout cas, ça te permettait, si tu avais été prise aux deux, d'avoir ton choix défini, quoi. Et en fait, une fois que le premier tour est passé, on a un second tour à passer. Et là, le second tour, il se passe aussi en 1 semaine, mais là, c'est normal. C'est pas parce que t'es réplique, c'est juste que c'est un stage. Et donc, du lundi au vendredi, tu enchaînes avec différents intervenants, différents professionnels. Et t'es par groupe de 8. Et donc, en fait, t'es jugé en permanence. C'est terrible, les concours. C'est vraiment dur. Parce que t'es tout le temps, je pense que t'es tout le temps jugé, analysé, même si les jurys sont super gentils et très humains. Voilà.
Il faut choisir. On était 32 à ce second tour et on n'était plus que 16 dans la promo, quoi. Ah oui. Mais bon, c'est le jeu parce qu'il faut bien choisir. Et puis. Et qu'est-ce que tu apprenais en plus à Lausanne de ce que tu avais déjà appris dans le conservatoire? Oh bah beaucoup de choses quand même, parce que au conservatoire, en fait, j'avais donc une prof de théâtre. En deuxième année, il y a une deuxième prof qui est arrivée, donc j'avais, si tu veux, on va dire 2 points de vue, deux façons de faire et 2 sensibilités. Et à côté, j'avais une prof qui faisait du Qigong. Oui. D'accord, ouais, rien à voir. Non, mais ça fait partie des formations de comédiens où en fait, on peut te proposer différentes approches. Et donc au 6e, c'était spécifique, on avait Solène Fiumani qui faisait les cours de Qigong, qui était une ancienne danseuse et qui nous faisait vraiment travailler sur notre posture, le corps et comment on est relié, etc. En première année, j'ai vraiment douillé. C'était super dur. Elle est hyper exigeante et c'est génial. Mais c'est vrai qu'en première année, j'en ai un peu chié quand même, parce que ça fait mal d'être assis sur ses ischions pendant 2 heures. Et en deuxième année, là, j'ai commencé à comprendre un petit peu vers où elle voulait nous emmener. Et je pense qu'elle a contribué au fait que j'ai réussi mes concours aussi. Bernadette, évidemment, et Solène. Les deux ont beaucoup apporté. Je crois que tu n'as pas dit le nom de ton école à Lausanne. À Lausanne, c'était la Manufacture. La Manufacture qui fait du coup partie du réseau des écoles supérieures francophones, en fait. Il y en a une douzaine, je crois, en France. Tu as la Manufacture en Suisse. Et puis tu as, j'ai pas envie de me tromper de nom, mais je crois que c'est l'INSAS en Belgique. Et donc voilà, la Manufacture, là, en fait, si tu veux, en première année, tu as beaucoup de cours techniques, donc sur la voix, donc la voix, le chant lyrique, les alexandrins aussi, qu'on a beaucoup travaillé en première année. Et puis la posture physique. Donc aussi au conservatoire du 6e, j'avais fait du Qigong. Là, arrivé à Lausanne, j'ai eu 3 ans de Tai Chi. Mais de Tai Chi, waouh, c'est pareil. Avec donc le prof de Tai Chi nous faisait beaucoup de renforcement musculaire. Il travaillait beaucoup sur notre mental, en fait, quelque part. Donc il nous faisait apprendre les formes du Tai Chi. Donc, et en gros, si tu veux, tu as différents mouvements qui fait comme une espèce de grande chorégraphie. En fait, tu commences à l'apprendre au début de la première année et en principe, pour la fin de ta première année, tu la connais en entier. Mais avec ça, il nous fait travailler vraiment sur notre assise et c'est très, très, très physique. Et je me rappelle, je crois que c'est un peu une sorte de baptême du feu qu'il fait à tous les premières années. Enfin, en tout cas, je sais que nous, on y a eu droit et la promo avant nous y avait eu droit aussi. C'est qu'il nous avait fait faire des squats, tu vois. Voilà, tu vois, tu montes, tu descends. Tu montes et tu descends. Et tu fais ça à un rythme assez soutenu. Et en fait, il en a fait 1000. Et donc, on le suivait sur 1000. Et sauf que au bout d'un moment, tu te mets à crier, à dire stop ou à t'asseoir. Et en fait, il dit non, tant que c'est pas ton corps qui tombe, et ben c'est ton mental qui veut pas. Donc là, c'est ton mental qui doit suivre. Et tu continues. Et mine de rien, je pense que ça m'a pas mal apporté pour la suite, dans ma façon de tenir, en fait, sans se faire mal non plus. Non, ça sert à rien. C'est juste de se dire il y a un bout du décor qui tombe, je vais pas m'arrêter de jouer pour autant, quoi. C'est ça, par exemple. Par exemple. Il se met à pleuvoir, ouais, si t'es en extérieur. Et donc là, les cours techniques, on avait des cours de danse qui étaient super, c'était le Gaga. C'est une danse, c'est un entraînement, un échauffement de danse en fait qui dure 1h15. Pendant 1h15, tu t'arrêtes pas. T'es en continuel mouvement. Et petit ou grand, quoi, lent ou rapide, mais tu bouges tout le temps. Et ça aide beaucoup aussi, en fait, d'avoir emmagasiné ça quand tu es sur scène ensuite, bien des années plus tard, que ton corps il dorme pas, quoi. Et bref, donc ça c'est les cours techniques, on en a beaucoup. Tu fais toujours aujourd'hui ? Du Gaga. Du Gaga, du Tai Chi ou autre ? Ça peut arriver, mais pas aussi fréquemment que ce que je m'étais juré que je ferais. Je m'étais vraiment fait des bonnes résolutions en sortant de l'école, en me disant qu'en fait, voilà, j'avais cet entraînement très physique et très assidu en fait pendant ces 3 années, surtout la première année, mais bon, quand même pendant les 3 années, c'était très présent. Et qu'il ne faut pas que je lâche ça une fois que je suis plus couvée par des profs et que je suis autonome et tout. Et bizarrement, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça c'est un petit peu... Délité. C'est ça. Mais ça peut arriver
que j'y retourne. Et c'est vrai qu'en fait, je pense il le faut pour une certaine hygiène de vie et de mise en route au travail. Parce qu'il y a des moments dans l'emploi du temps, on peut être blindé. Et bon, voilà, ça avance vite. Mais il y a des moments, non, c'est lent. Mais par contre, oui, effectivement, de se faire quand même des moments de travail physique, c'est important. Je t'ai juste pas dit, mais je sais pas si c'est intéressant quand tu m'as demandé ce que ça m'a apporté de plus Lausanne dans la formation. J'avais beaucoup de cours techniques, mais après, en dehors des cours techniques, j'avais beaucoup de stages, en fait, de workshops avec différents intervenants, différents metteurs en scène ou comédiens ou réalisatrices aussi une fois, et qui fait en fait que tu passes par le regard ou par les mains de professionnels. Ouais, de professionnels différents en fait, qui travaillent clairement sur la scène contemporaine aujourd'hui. Et en fait, qui t'apportent une autre façon de faire du spectacle. Et du coup, certaines sensibilités vont plus te toucher que d'autres, évidemment, et heureusement. Et certaines façons de faire, d'apprivoiser un texte, ou bien d'en écrire un nouveau, ou d'être au plateau. Il y en a qui attendent le dernier moment pour aller sur scène, pour retenir le travail à la table le plus possible, pour que ce soit frais en fait quand tu es sur scène. D'autres au contraire, ils ont besoin de travailler au plateau tout de suite pour que ça vienne de la scène, les idées. Et en fait tout ça c'est autant de matériaux, d'idées que tu peux emmagasiner toi ensuite dans ta vie de comédienne en fait. De se dire cette méthode là elle me convient mieux que celle-ci et tout, et en fait il n'y a pas qu'une seule méthode, et c'est ça. Et faut que j'expérimente moi aussi pour savoir quel va être mon processus créatif. Quoi. Ouais, c'est clair. Forcément, tu mixes. Moi, il y a beaucoup de professionnels qui m'ont énormément touchée. Et en même temps, quand je travaille, je me rends compte que je ne prends pas que de la personne qui m'a inspirée, je prends d'ailleurs aussi. Parmi les intervenants que moi j'ai eus à la Manufacture, il y avait François Gremaud, qui était un des tout premiers intervenants que j'ai eu, le premier je crois d'ailleurs, qui est metteur en scène qui est lausannois. Et là, il a créé plusieurs spectacles qui sont trop beaux. Et lui, il axe vraiment sa façon de faire sur la joie, sur le plaisir, sur la joie, elle est très, très présente. Et son écriture est, je sais pas comment te dire, tu n'as pas vu Phèdre, point d'exclamation, par hasard? C'est un seul en scène avec... Non, mais je crois que j'en ai entendu parler. C'est François qui a écrit le texte et qui l'a mis en scène, et Romain Darol qui est le comédien qui joue. Mais en gros, si tu veux, c'est une écriture très contemporaine, et en même temps, ça vient chercher justement quelque chose d'antique, en fait. Et il joue beaucoup avec le temps, je trouve. Avec le temps dans un spectacle, le temps du plateau, de la création, mais aussi l'instant T, où tu es, toi, spectateur, présent dans la salle avec le comédien. Et ça, c'est quelque chose que j'aime très très fort, et que je reprends en fait dans mes créations, que ce soit dans une des visites de Séraphine, je l'ai fait, et Héritage, pas trop, mais un petit peu, je suis un peu dans cette idée-là, parce que c'est quelque chose qui me touche très fort en tant que spectatrice, et du coup que j'ai envie de remettre dedans. Et du coup, François Gremaud, il est dans mes inspirations. Thiago Rodriguez, beaucoup aussi. C'était avec lui qu'on a fait notre spectacle de sortie. Donc on est parti 2 mois en résidence à Lisbonne, au Théâtre National, parce qu'à l'époque, il était directeur du Théâtre National de Lisbonne, pour faire notre création de sortie et notre tournée ensuite. Et ça, c'était très très riche, parce que voilà, il a cette énorme notoriété et en même temps une humanité débordante en fait. Et je pense que c'est ce qui m'a vraiment touchée. Et aussi sa façon dans sa sensibilité, il est très... je pense que c'est conscient le mot qui me vient le plus juste par rapport à l'histoire et à la société. Et en fait, le premier truc qu'il nous a transmis quand on est arrivé à Lausanne, c'est l'histoire de la dictature de Salazar, c'est l'histoire... C'est ce que tu vois que je voyais dans ton regard, je me suis dit, conscient, en étant portugais... Oui, c'est ça. C'est des personnages forts en plus... c'est une pointure, quoi. Maintenant, il est directeur du Festival d'Avignon. Oui, moi je l'ai entendu en interview à chaque fois. Je fais quel plaisir de l'entendre, et quel plaisir de... Je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui. Exactement.
Et ben moi aussi, je suis complètement d'accord avec lui. Et c'est vrai que forcément, moi, il m'a énormément inspirée dans la façon dont on a travaillé cette création, dans la façon dont il nous a guidés en fait dans cette création. Dont c'est lui qui écrivait le texte, mais on était tous en création avec lui et voilà, il s'inspirait de chacun d'entre nous et le texte arrivait au coup par coup. Donc ça, je me rappelle que ça commençait à stresser certains de ma promo qui avaient besoin d'avoir, d'avoir l'impression qu'on avait un spectacle qui était plus ou moins prêt ou travaillable, répétable avant la date. Et là, c'est vrai que ça a pris du temps. Et moi, en fait, c'est un procédé qui me va complètement. Parce que tu vois, la dernière création, j'ai dû terminer le texte la veille, avant de jouer devant les gens. Donc, voilà, c'est un perpétuel mouvement. Et puis, des personnes qui sont dans des processus de création qui sont très concrets. Enfin, quand j'avais entendu une interview de lui, il parlait justement qu'à Avignon, maintenant, ils allaient inviter un pays chaque année différent. Et en tout cas, une langue différente chaque année. Et que je crois que cette année, c'était l'Espagne, et que l'année prochaine, ça serait l'arabe, ou vice-versa. Et le journaliste a dû avoir une expression ou une façon qu'il allait lancer une polémique sur l'arabe. Et tout de suite, il a repoussé, mais très intelligemment, en disant non mais, enfin voilà, l'arabe c'est riche intellectuellement, c'est d'une richesse incroyable, la poésie, et c'est une des langues les plus parlées au monde, et on prend juste de la langue la plus parlée, et voilà, donc voilà, l'espagnol, l'arabe et peut-être le chinois du coup après, et ça va pas plus loin que quelles sont les langues les plus parlées au monde et quelle est les richesses qui va avec, quoi. Basta. Ouais, c'est ça. Et d'être droit dans ses bottes et du coup d'affirmer un point de vue. Et je pense que c'est ça aussi que tu fais, en fait, de dire, quand tu choisis des thèmes quand même qui sont forts mais qui parlent quand même à tout le monde, normalement, à ton territoire, dire, voilà, en fait, c'est des choses qu'il faut regarder droit en face et de dire... il y a eu la résistance c'est quelque chose d'important, parce qu'il y a eu des mendiants comme mon arrière-grand-mère et c'est quelque chose d'important et en tout cas on met pas les gens à part et on n'a pas de tabou, quoi. Oui, et les tabous ça craint et c'est nauséeux, quoi. Oui, c'est ça. Complètement. Dans Séraphine, le personnage de Séraphine fait ça aussi un peu dans les visites que je propose. À l'Envélex, c'est beaucoup la place de la femme en fait qui est revenue, mais sans que ce soit moi qui me dise je suis féministe, mais pas du tout. C'est juste qu'en faisant des recherches sur le personnage historique que j'avais envie de mettre en valeur, qui n'est pas connu du tout, dans ces chansons, je me suis rendu compte qu'il y avait les chansons qu'elle n'a pas forcément écrites mais qu'elle a collectées. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de chansons qui parlaient de femmes. Soit qui avaient été battues, soit qui avaient été vendues par leurs frères pour se faire de l'argent, soit qui... Et il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. Non, il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, il y a beaucoup de destins de femmes qui sont mis en avant dans ces chansons que moi, en tant que personnage de Séraphine, je remets sur le tapis sans forcément les chanter, mais en racontant, parce que les chansons viennent de faits divers et du coup viennent de vraies histoires, plus ou moins changées pour la chanson, pour la rime, mais en tout cas ça vient de quelque chose de vrai. Et du coup je parle de ces personnages de chansons qui ont vraiment existé, je reparle d'eux, pour aussi dire, faut pas qu'on oublie. Et en fait à un moment dans Séraphine avec son accent trégorois, je dis aux gens que MeToo a raison de parler et que le silence... MeToo a raison. C'est ça, et que le silence est dangereux. Enfin, c'est... Et ça va dans le sens de ce que tu dis, c'est que les tabous, le silence, c'est très dangereux. C'est ça qui fait que ça pourrit, en fait. Et oui, moi, c'est quelque chose qui me parle et qui m'anime, en fait, dans ma façon de créer et dans ce que j'ai envie de raconter. Parce que, en fait, quand on est artiste, on a la parole, c'est un luxe. Tu vois, il y a des gens qui se déplacent pour venir t'écouter. Ouais, je trouve que c'est important de quand même pouvoir transmettre des messages,
mais je sais plus pourquoi. Ah oui, je parlais des personnes avec qui j'avais travaillé à Lausanne aussi. Oui, mais en fait, c'était ma question, c'était, tu vois, c'est marrant parce que j'avais écrit, est-ce que tu as des rôles modèles? Et finalement, tu le dis un peu, tu en racontant en disant, en fait, toutes les personnes que tu as rencontrées t'ont inspiré et c'est un peu tes rôles modèles et aussi les femmes de ta famille, alors peut-être les hommes de ta famille aussi plus tard. Mais est-ce que tu en as d'autres encore ou pas? Ou est-ce que tu as d'autres systèmes d'inspiration, d'autres formes d'inspiration pour ton travail? Et ben en fait, ouais, je pense que je vais piocher dans ce qu'on m'a appris dans les différentes personnes que j'ai rencontrées. Donc j'ai parlé de François Gremaud, de Thiago Rodriguez. Je pourrais parler aussi de Joël Pomera, avec qui on avait fait un stage et qui m'avait complètement désaxé de ma façon de penser, de penser ou de jouer en fait. Il y a quelque chose de l'ordre du non-jeu et de la sincérité qui est très fort chez lui. Ouais, c'est ça, du non-jeu et de la sincérité. Bon, là, je viens de dire les deux. Je pourrais le dire une troisième fois si tu veux. Mais ça m'a beaucoup touchée sur le moment et beaucoup troublée. Et comment ça a beaucoup titillé ma façon de penser. Et je sais qu'aujourd'hui encore, dans la façon dont je vais pouvoir me diriger vers telle ou telle création ou tel personnage, ou voilà, il n'est pas loin. Il y a quelque chose vers lequel je vais. Mais c'est vrai que là, c'est beaucoup en fait, depuis le Covid, ouais, c'est clair. Depuis le Covid, depuis que je suis revenue, que j'ai douté de rester comédienne ou pas, que je me suis installée ici, en fait, depuis ce moment un peu flou, flottant, je travaille essentiellement sur mes créations, en fait. Il y a très peu de moments où je me retrouve sur les créations d'autres personnes, de textes d'autres personnes. Et en fait, j'ai pas encore réinvesti des outils pour aller m'approprier d'autres textes, tu vois. En fait, ce que je joue, c'est mon langage. Et là, j'aimerais bien... Enfin, ça me manque. J'ai pas envie de faire que jouer mes créations. J'ai envie de pouvoir jouer les langues des autres, en fait. Et parce que ça, c'est un peu tes rêves futurs. Bah ouais, carrément. De pas continuer d'écrire parce que ça m'anime et parce que je suis trop contente de pouvoir dire des choses et que les gens ils reviennent m'écouter et qu'ils ils demandent quand est-ce que je rejoue. C'est un peu ce qu'on se disait avant de lancer l'enregistrement, où moi je te disais mais t'es pas que comédienne, t'es metteuse en scène en fait, à partir du moment où tu écris, donc du coup t'es scénariste, metteuse en scène et tu les joues. Donc t'es plus que comédienne. Là, t'as envie d'un peu de retrouver juste l'aspect comédienne un peu. Bah ouais, parce qu'en fait, quand tu fais trois choses en même temps, ou pas en même temps, mais en tout cas quand t'es sur trois casquettes différentes sur un même projet, c'est super, mais parce que c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment mon spectacle. Mais je pense qu'il y a un investissement qui est pas tout à fait le même. Si je suis juste comédienne, on va dire, d'un metteur en scène ou d'une metteur en scène et d'un texte classique ou bien d'une écriture contemporaine ou quoi, en fait, je m'investis seulement là-dedans. Et avec mes propositions. Parce qu'un metteur en scène, à part certains qui sont très rigides, mais bon, pour l'instant, ça m'est jamais arrivé, à part à l'école, pour certains stages, mais sinon, ça m'est jamais arrivé de travailler avec quelqu'un qui me dise précisément qu'est-ce qu'il faut que je fasse et qu'est-ce qu'il ne faut pas que je fasse. Mais toi, tu es sur le plateau, tu proposes en fait des déplacements, tu proposes des trucs. Puis là, c'est lui avec son regard ou elle avec son regard extérieur qui va dire « Ah, peut-être essaye plutôt ça ». Et en fait, ce qui est confortable d'en être que quelqu'un à la fois, c'est de s'investir à fond et de chercher à fond dans une piste, tu vois. Tandis que... Voilà. Et puis, il y a une troisième casquette qui n'a pas été nommée. Une quatrième, du coup. Oui, une quatrième, mais qui n'est pas la moindre et qui est celle que je rate le plus. C'est celle de la communication, tout bêtement. Oui. De dire, en fait... De dire, il y a un spectacle maintenant, ouais, c'est ça. Faut venir. Ouais, c'est ça. Et comment tu fais, en fait? Parce qu'il y a les journaux locaux qui vont te dire... Ouais, et encore, les journaux locaux, c'est quand
quand je dis aux journalistes. Après, il y en a beaucoup qui s'en chargent pour moi, et ça, c'est génial, mais quand personne s'en charge pour moi, c'est à moi de les appeler. Et typiquement, c'est le genre de choses que je ne fais pas, quoi. Quand j'y pense, et le jour J, je me dis, ah mince. Et, voilà, c'est ça. Je suis pas du tout. C'est vraiment pas ma tasse de thé. Et t'as pas des systèmes où les gens te suivent en plus sur les réseaux sociaux? Il y a Facebook, sur lequel j'ai un compte Facebook. Quand je me dis, il faut que je poste un truc pour prévenir les gens, voilà, je le fais. Il faut que ça passe entre les pubs, quoi. Ouais, voilà. Et puis les gens repartagent, et puis voilà, ça permet de suivre comme ça. Mais je sais que l'été dernier, par exemple, j'avais plein de dates au mois d'août. J'avais le temps de m'occuper de rien du tout parce que j'avais trop à faire avec la nouvelle création de Séraphine ou des trucs comme ça. Et du coup, c'est mes sœurs et ma nièce qui m'ont dit non mais là ce n'est pas possible, et qui m'ont créé un compte Instagram et qui ont posté elles-mêmes sur les réseaux les dates qui allaient venir, enfin qui ont fait de la pub. Et moi c'est vrai que c'est pas mon truc. Après, je me dis qu'un jour quand ça continuera de s'étoffer tout ça. Tu auras un directeur de communication. Peut-être. ou au moins une personne qui s'occupera de la communication. Un agent. Qui travaillera pour ça. Ce serait bien. Mais voilà. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et qu'est-ce que tu consommes comme art à côté ? Quels sont les arts qui te nourrissent ? À côté du théâtre et du cinéma, du coup. Pour ton plaisir personnel. Franchement, ça dépend. Je pense que ça dépend des créations. Enfin, pour mon plaisir personnel, d'un peu de tous les jours, ça peut être pas mal de choses. Moi, je suis pas manuelle, mais j'aime beaucoup aller voir les galeries, les expos ou les photos. Ouais, les photos, les peintures, enfin, le street art. Voilà. J'aime beaucoup aller voir, mais faire avec mes mains, je fais que me dire j'ai envie de faire, et puis en fait je fais jamais, je prends jamais le temps. Il y a toujours d'autres choses que je pense faire avant, et voilà, bref, je ne fais jamais avec mes mains. Mais non, c'est ça, c'est plus aller voir des expos, des spectacles évidemment. La danse, j'aime beaucoup. Les spectacles de danse contemporaine ou de cirque, mais c'est surtout la danse contemporaine qui me parle. Après, là, je suis très baignée dans l'univers musical, en fait, ici. Du coup, c'est les concerts, c'est travailler avec travailler ou aller voir, en fait, les différents univers des artistes, parce qu'en fait, ils peuvent te faire voyager partout, suivant... Enfin, ouais, t'as plein d'univers, en fait, ici. Ici, c'est où, ici ? Ici, c'est parce qu'en fait, comme mon petit garçon est encore petit, je bouge pas beaucoup du coin. Pour l'instant, et donc c'est plus les programmations, les concerts qui sont dans le coin en fait, que je vais voir. Je suis pas beaucoup repartie, mais c'est un de mes objectifs et rêves, c'est de me faire des journées ou des semaines ailleurs, quoi, pour pouvoir justement repartir sur retourner voir des spectacles que j'ai pas pu voir, des expos que je n'ai pas pu voir. Mais tu arrives à te nourrir assez dans le coin, quoi. Tu arrives à avoir de quoi faire dans le coin. Tu as des lieux favoris. Après, sinon, je vais sur Internet. Je vais regarder, soit je vais écouter, soit j'écoute à la radio, en fait, à la radio, ou des podcasts, ou quoi. Ou soit, après, ce sera des films, en fait, finalement. Merci beaucoup. Merci à toi. Je te souhaite bonne chance pour la suite. Je pense qu'il y a plein de spectacles qui vont venir de toute façon. Ouais. Là, du coup, c'est ton 3e spectacle. Oui. Ta 2e création, et après tu nous diras. Ouais, c'est ça. Là, c'est vrai que les visites de Séraphine, il y en a déjà 2, mais sauf que c'est un principe qui va être décliné. Qui s'adapte à chaque lieu, en fait. Ouais, c'est ça. Et donc là, j'ai fait la nouvelle création de Séraphine cet été. Pour un moulin à marée. L'année dernière, c'était à Lanvellec pour les chemins de Lanvellec et une dame qui a habité là. Et puis l'année prochaine, je ne sais pas. Surprise. C'est ça. Mais à côté, il y a cette nouvelle création avec Christina Cosisto. Et puis il y en aura certainement d'autres. Là, c'est des créations lourdes parce que c'est moi qui les porte. Mais il y a
de temps en temps, ça peut arriver qu'on m'appelle pour aller dans d'autres créations et ça, c'est très très confortable. Par exemple, Jean-Luc Thomas et la compagnie Rondo m'ont appelé l'année qui vient de passer pour faire un peu comme de la mise en scène de leur spectacle, enfin de leur concert, pour faire une sorte de concert-spectacle. Et même si c'était pas vraiment nommé comme ça, mais plus pour leur donner des idées de déplacement sur scène, de comment raconter les chansons que Corentin Le Davel, donc le chanteur, chantait, qui sont en breton, comment les raconter au public sans que ce soit didactique, et comment mettre ça en scène en fait. Donc on avait fait 2 résidences ensemble, et ça c'est très confort parce que moi j'ai juste un truc à faire, c'est m'immerger de leur travail et de leur univers, et puis proposer des idées quoi. Et ça c'est génial. Et puis un musicien que je connaissais pas m'a aussi appelé au printemps pour dire des poèmes pendant une création électroacoustique qu'il était en train de créer. Et ça c'est génial aussi parce qu'en fait j'ai juste à dire des poèmes en fait. Donc c'est trop confortable. Bah super. Merci. Avec plaisir. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu et que Camille Lejeune vous a touché. Vous n'avez plus qu'à découvrir ses spectacles. Je vous invite à vous abonner pour bien suivre l'actualité et la sortie de tous les nouveaux épisodes. La prochaine personne interviewée ne sera pas comédienne, donc on va changer à nouveau de métier. Et vous pouvez aussi suivre l'actualité de ce podcast sur Instagram, découvrir le portrait à l'aquarelle de Camille et de toutes les autres personnes. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis au revoir et à très bientôt.